Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal de Viva en version française en cette soirée du samedi 11 février 2023. Dans les actualités de ce jour, parlons d'abord de la tournée du président de la République dans la région Bouéni. Le président de la République, Andry Rajoelina, est revenu dans le district d'Ambad-Bouéni pour apporter des aides aux victimes du passage du cyclone après le district de Marvoye. La semaine dernière, le président est arrivé à Ambad-Bouéni avec des membres du gouvernement aujourd'hui. Outre le redressement du secteur de l'agriculture à travers la dotation de semences, des appuis ont été octroyés aux foyers victimes, soit une somme de 120 000 ariars. Le président a émis des consignes de débuter la réhabilitation de la route vers le district d'Ambad-Bouéni. Reportage de Judukel Ranjanirin et Andoura Zanjaïve. Comme les milliers d'agriculteurs d'Ambad-Bouéni, Edwin a perdu espoir à cause des pertes engendrées par les intempéries. La plupart de ces cultures ont été détruites par les eaux. En totalité, 12 000 hectares de forêt ont été détruits. Il n'y a aucun espoir de récolte. Cela a engendré des problèmes sociaux comme l'insécurité. Pour Edwin, la solution est de remettre en état les cultures ravagées. La terre sera plus humide quand les eaux seront asséchées, souligne-t-il. Mais ce sont les semences et les engrais qui posent problème actuellement pour les paysans comme lui. Il n'a plus rien en main. Ainsi, il s'est tourné vers le président, le père de la nation, pour lui demander de les aider. Leurs souhaits ont été répandus. Par ailleurs, des milliers de populations ont été victimes dans le district d'Ambad-Bouéni. Sauver ses compatriotes est un devoir, raison pour laquelle le président de la République est venu au chevet de la population d'Ambad-Bouéni. Il a constaté les dégâts et la façon de redresser au plus vite les infrastructures publiques comme les écoles, les services administratifs et bien d'autres. Mais ce qui fait souffrir la population d'Ambad-Bouéni, surtout en temps de pluie, c'est le mauvais état des routes. Le président a décidé de débuter la réhabilitation de cette route. La Jirama a de son côté solutionné le problème d'électricité tout en apportant des éclairages solaires à la population. Aujourd'hui, les maires ont reçu des motos, tandis que des véhicules tout-terrain arriveront la semaine prochaine pour le transport des malades. Avant de poursuivre la page politique, parlons de ce drame d'hier soir. Un enfant de 10 ans a été assassiné de sang-froid par des bandits dans son domicile à Ndavamambe hier soir. Ce serait sa mère que les bandits auraient selon les victimes, mais ils ne l'ont pas vue et c'est ce qui a abouti à l'assassinat d'un petit garçon. Une jeune femme a été aussi grièvement blessée par les bandits. Les détails avec Fenna Rakotoir Soul sur les images de Asnara Fanzanar. Cet événement dramatique n'a pas laissé indifférent tout le voisinage. Un assassinat des plus effroyables, dont un petit garçon de 10 ans a été la victime à Ndavamambe hier soir. Les bandits auraient cherché de l'argent et sa mère dans la maison. De coups de couteau dont l'un a atteint le cœur a entraîné la mort de cet enfant. Selon sa mère, les bandits n'avaient rien pris dans la maison. Personne n'avait remarqué l'arrivée des malfaiteurs. La grande sœur de cet enfant victime des bandits avait remarqué du raffut dans la maison. C'est en entrant qu'elle s'est trouvée nez à nez avec les bandits. En essayant de s'enfuir, les bandits l'a blessée à la main. Selon les informations qui n'ont pas encore été confirmées par les forces de l'ordre, 3 personnes auraient déjà été appréhendées dans cette affaire. Sur la page politique, comme chaque année, une commémoration a été tenue le 11 février à Mbuzatouf Ambouni, lieu où s'est passé l'assassinat du colonel Ratimanja Varichar. Le colonel faisait la fierté de la gendarmerie nationale car il est le seul gendarme à avoir été président de la République, raison pour laquelle le camp de la gendarmerie nationale porte son nom. Une histoire qui ne peut pas être changée et qui a laissé des séquelles au sein de la population malagasy selon le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie nationale aujourd'hui. C'est Charadjianas qui nous en dit plus. Le premier Malagasy qui a été au commandement de la gendarmerie nationale, le colonel Ratimanja. Il a été le seul gendarme à avoir été président de la République de Madagascar. Ce qui s'est passé le 11 février 1975 est une leçon de vie car c'est un assassinat. Le sang a coulé à cause de la jalousie et de l'égoïsme d'une minorité, selon le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie nationale. Cela fait 48 ans aujourd'hui, 11 février 2023, que le colonel Ratimanja a été tué par balle à Mbuzatouf Ambouni. Une histoire qui ne peut pas être effacée et qui a laissé de grandes séquelles pour le peuple, souligne le général Serge Gelé. Comme chaque année, la cérémonie de commémoration s'est tenue à Mbuzatouf Ambouni, lieu de l'assassinat du colonel.
C'est aussi un moment pour rendre hommage aux forces de l'ordre morts dans l'exercice de leurs devoirs. Une enveloppe a été donnée aux familles de ces combattants. La cérémonie s'est achevée par le dépôt de gerbes. Des cérémonies militaires similaires ont été tenues au niveau des régions en cette journée du 11 février. Et nous allons rappeler dans ce reportage l'histoire, notamment la cession du colonel Ratsimanjave au pouvoir le 5 février 1975 avant d'être assassiné le 11 février, c'est-à-dire 6 jours plus tard. Le colonel est un combattant, un patriote. Il restera dans le cœur des Malagasy. Sa détermination pour redresser le pays a été marquant, même s'il n'a été à la tête du pays que pendant ces 6 jours. C'est Charandianas toujours. Après la révolution populaire où Philbert Tsiranana, le premier président malagasy en 1972, a été éjecté de son poste, l'armée a pris en main provisoirement la tête du pays. Le général Ramanantsoa a été nommé président car il est le plus haut gradé au sein de l'armée, mais aussi le plus âgé. Le pouvoir militaire a été mis en place depuis. Selon la constitution malagasy, à cette époque, le général Ramanantsoa avait le droit de nommer une autre personne à sa place. Le mercredi 5 février 1975, le colonel Richard Ratsimanjave a été nommé à la tête du pays par le général Ramanantsoa. L'audace montrée par le colonel durant sa prise de fonction reste gravée dans la mémoire des Malagasy durant cette journée du 5 février 1975. Le colonel Ratsimanjave n'a été à la tête du pays que pendant 6 jours. Il a été assassiné alors qu'il rentrait chez lui du côté d'Ambozato Bamboun le 11 février 1975 vers 20h. Son chauffeur et son garde du corps ont été également tués. Tristesse, colère, ce sont les sentiments qui se sont emmêlés au sein de la population en entendant cette triste nouvelle. Le pays était en deuil, les Malagasy ont perdu espoir. Depuis ce jour, les Malagasy continuent de perpétuer l'histoire afin de développer le pays. Et pour clôturer cette page politique, le calendrier électoral proposé par la Commission électorale nationale indépendante ou CENI est conforme à la Constitution selon le rapporteur général de cette structure aujourd'hui, soit Vanjia Martav, qui a expliqué qu'il a été calculé dans le respect de la Constitution et que la période électorale devrait se tenir en période sèche tout en respectant le calme avant les fêtes de Noël et de fin d'année. Ils nous en disent plus. Le calendrier électoral proposé par la CENI est conforme à la Constitution, souligne le rapporteur général de cette structure hier. La CENI a pris en considération, en proposant ce calendrier électoral, les facteurs météorologiques. Ainsi, les dates proposées entrent encore dans la période où il n'y a pas encore de pluie, selon les explications. En outre, la CENI a également considéré la période de calme avant les fêtes de Noël afin que tout ce qui est autour de la politique soit achevé avant le 25 décembre en général. Outre la demande de l'avis de la Haute Cour constitutionnelle concernant ce calendrier proposé par la CENI, ce dernier sera également envoyé au niveau du gouvernement. Ce n'est pas une demande de validation du pouvoir exécutif, mais pour que le gouvernement puisse décréter ce qui est de la responsabilité du gouvernement. Il est à rappeler que la date du jeudi 9 décembre a été proposée par la CENI pour les élections présidentielles du premier tour, si le mercredi 20 décembre 2023 a été proposé pour le second tour. Dans les informations sociales de ce soir, chacun apporte sa contribution afin d'aider les étudiants victimes de l'incendie du bloc 15 au sein de l'université polytechnique Woodvoorn en janvier dernier. Aujourd'hui, l'association des ingénieurs hydrauliciens sont venus apporter des dons financiers aux étudiants. C'est une occasion aussi pour cette association de partager et de présenter des opportunités à ses étudiants selon les explications. Reportage sur les images de Zara Ranchansou. Les étudiants qui ont été victimes de l'incendie de la cité des étudiants ici à l'université polytechnique de Woodvoorn ne se sont pas encore remis de ce drame. Des séquelles laissées par le feu y sont encore visibles un mois après l'incendie. Les étudiants sont encore en pleine rénovation et la reprise est difficile du fait qu'ils n'ont rien outre les aides. Les solutions apportées par l'État restent encore des solutions d'urgence comme les vivres, quelques ustensiles et des fournitures. Le ministère de tutelle avait déjà affirmé entamer la rénovation. Néanmoins, en attendant, chacun apporte sa contribution pour aider ses étudiants, comme le cas de l'association des ingénieurs hydrauliciens qui sont des anciens de l'université. Ils ont apporté des aides financières. Des discussions avec ces étudiants ont également été faites pour des partages d'expériences,
des opportunités de stage, entre autres, car bon nombre des membres de l'association ont des bureaux d'études qui pourraient intégrer ces étudiants. Il est à noter que cela fait 10 ans que l'association des ingénieurs hydrauliciens a vu le jour et compte dans les 400 membres environ. Dans la page sportive, l'association sportive menée par la députée de Madagascar, N. Rafenmanansou, dit Anya, a été présentée officiellement aujourd'hui. Il s'agit d'une association qui a été créée dans la commune d'Ivat et qui s'occupe de la discipline basketball pour débuter. Selon les explications, elle regroupe maintenant plus de 200 membres. Toujours un reportage sur les images de Zahran Jensou. Dunamis, c'est le nom que porte cette association sportive fondée par la députée de Madagascar, N. Rafenmanansou, qui a été présentée officiellement aujourd'hui à Ivat. C'est une association qui a été fondée non pas parce qu'elle est députée de Madagascar, mais du fait qu'elle est mère de famille, selon N. Rafenmanansou aujourd'hui. J'ai créé cette association pour mon fils car il joue du basketball ici à Ivat. C'est aussi une façon pour moi d'être présente pour mon fils. Nous prévoyons d'étendre les activités de l'association dans les autres disciplines, mais pour le moment, nous nous focalisons sur le basketball. L'association compte actuellement plus de 200 membres de toutes catégories, à partir de 5 ans jusqu'à 20 ans, mais aussi les vétérans, explique N. Rafenmanansou, président de l'association Dunamis. Dans cette optique de développer la discipline basketball, en tant que club également, Dunamis prévoit de pouvoir se développer au niveau national et international, notamment avec la participation à la RNS Paris-France. La fédération de basketball est également aux côtés de l'association en formant les membres, notamment les joueurs et les formateurs, selon les explications. L'association s'ouvre à toute personne souhaitant participer et œuvrer dans le monde sportif, le basketball entre autres. Les critères d'adhésion sont les mêmes que les critères au niveau des clubs sportifs. Il est à noter que tous les membres du bureau sont des bénévoles. Ils ont été également présentés officiellement aujourd'hui à Ivat. Dans l'actualité internationale, 4 jours après les séismes qui ont fait plus de 21 000 morts dans le sud de la Turquie et en Syrie, les enterrements s'enchaînent à la mosquée Bayendine Nakiboglu de Gaziantep. L'attente est parfois très longue pour les proches des défunts. Reportage de France 24. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Kardeşlerimize haklarınızı helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Allah razı olsun, Allah rahmet eylesin. Bu iki cenazemiz. Yeah, I lost my actually my uncle, my father, my grandmother. They tried to went outside, but I was trying to reach my father. I called so many times, but he doesn't answer to me. He couldn't answer to me. I saw massive constructions. Everywhere collapse, every building, every house, people lives outside, no water, no bread, no main foods, nothing.
Et si la Turquie enterre ses morts, les États-Unis et le Brésil actuellement améliorent leurs relations diplomatiques. Justement, le président brésilien Lula, en visite depuis hier chez son homologue américain Joe Biden, a estimé que les deux dirigeants ne devaient plus jamais permettre les assauts contre la démocratie telle qu'on l'en connaît les deux pays. Joe Biden a lui reconnu que la démocratie avait été mise à l'épreuve. France 24. L'accueil est chaleureux. Joe Biden reçoit son homologue brésilien à la Maison-Blanche, une première depuis le retour au pouvoir de Lula da Silva. L'occasion pour les deux dirigeants d'afficher une complicité retrouvée entre Washington et Brasilia, après des années de tension sous la présidence Bolsonaro. L'ancien chef d'État d'extrême droite, qui séjourne toujours aux États-Unis, accusé, tout comme Donald Trump, d'avoir isolé son pays et attaqué ses institutions. Nos deux nations, deux grandes démocraties, ont été très durement mises à l'épreuve dans leurs institutions. Les liens forts qui existent entre nos deux peuples font que le Brésil et les États-Unis, dans les grands défis mondiaux, sont placés au même rang, en particulier sur la question de la crise climatique. La crise climatique au centre des échanges entre les deux dirigeants. Lula et Biden ont bien sûr évoqué le sort de l'Amazonie, tant malmené pendant le mandat de Jair Bolsonaro. Entre 2019 et 2022, la déforestation y a progressé de 60% par an, avant de ralentir dès le retour du président de gauche. Il s'est d'ailleurs engagé à mettre fin à la déforestation d'ici 2030, avec l'aide, espère-t-il, de Joe Biden. J'ai vu beaucoup de bonne volonté chez le président Biden. Il souhaite participer à la création d'un fonds avec d'autres pays développés qui nous permettra de mieux prendre soin de l'Amazonie et donc de notre planète. Devant les caméras, les deux dirigeants ont évité d'évoquer le dossier ukrainien et leurs divergences, car Lula s'est jusqu'ici montré très critique envers l'OTAN et même Volodymyr Zelensky. Mais ce samedi, il a laissé entendre que le Brésil pourrait se poser en médiateur dans ce conflit. Avant de clore cette page internationale, des dizaines de milliers de soutiens du régime en marche samedi vers le centre de Téhéran et des grandes villes d'Iran pour célébrer le 44e anniversaire de la révolution islamique, 5 mois après le début du mouvement de contestation provoqué par la mort de la jeune kurde Mahsa Amini. France 24 toujours. Vous suivez la prise de parole du président iranien. Que faut-il retenir de son discours? Le président vient de finir son discours et la foule est en train de se disperser, comme vous pouvez le voir derrière moi. Il a dénoncé ce qu'il a appelé le complot des pays occidentaux qui ont tenté ces derniers mois de déstabiliser le pouvoir iranien en soutenant le mouvement de protestation. Mais il a également affirmé que les bras du pouvoir iranien étaient ouverts face à ces jeunes, comme il a appelé, qui ont été trompés et qui ont choisi la mauvaise voie. Donc la porte reste ouverte, a-t-il dit. Il a dénoncé donc un complot de la part des pays occidentaux, des pays occidentaux qui, selon lui, ont essayé de mettre sur la liste des groupes terroristes les gardiens de la révolution de l'armée iranienne, alors qu'ils ont sorti des groupes d'opposition, en particulier les Moudjahidines du peuple, de cette même liste de groupes terroristes. Donc c'est un discours à la fois ferme. Il y a eu ici sur la place Azadi où je me trouve des missiles qui ont été exposés, des drones qui ont été exposés pour montrer la force du pouvoir et le soutien de la population qui ont défilé depuis ce matin sur plusieurs kilomètres à l'occasion du 44e anniversaire de la victoire de la Révolution islamique. Voilà qui renvoie un peu Servoche à la deuxième question. On voit une mobilisation massive. Quel est le sens de cette démonstration de force? Alors, depuis plusieurs jours, les autorités ont appelé la population à descendre massivement dans la rue. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de jeunes ici à Téhéran, une ambiance bon enfant. Les gens sont venus en famille
ou entre amis pour être très souriant dans une ambiance très très bon enfant. Des manifestations et des défilés identiques ont été organisés dans 800 villes de province, une manière pour le pouvoir de montrer qu'il a le soutien, en tout cas d'une partie de la population, et donc ça renforce sa position, alors que le guide suprême iranien a fait un geste en direction des opposants en annonçant une amnistie assez importante qui a permis ou qui va permettre progressivement la libération de plusieurs milliers de prisonniers arrêtés ces derniers mois ou arrêtés ces dernières années et qui ont donc passé une partie de leur peine en prison. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre attention sur ce. Très bonne suite de programmes sur Viva et à demain. Très bonne soirée.